L'espion, c'est quelqu'un qui se noie dans la masse, qui n'attire absolument aucune attention. On passe notre temps à mentir. Et on passe notre temps à manipuler quand même les gens. Si je faisais fuiter le truc, les gens étaient foutus. Qu'est-ce que vous risquez si vous revenez en Russie? À la prison, la même chose que Navalny. Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Sergueï Girnov est un ancien espion du KGB, les services secrets russes. Aujourd'hui exilé en France, il revient sur les secrets d'un milieu dont on ignore beaucoup. Le métier d'espion est l'un des plus vieux au monde. Mais c'est bien pendant la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'URSS que les services secrets ont pris une toute autre ampleur. C'est la CIA face au KGB, futur terrain de jeu de Sergueï Girnov. C'est vrai que vous, la manière dont vous avez été repéré par le KGB est assez originale quand même. Ah, elle est super originale. On était du temps de l'Union soviétique, derrière le rideau de fer, c'était la guerre froide. Moi j'habitais à la Silicon Valley soviétique, la ville qui était fermée aux étrangers. Et depuis cette ville fermée, j'ai participé à un concours de RFI, Radio France Internationale, un concours linguistique, donc j'ai envoyé un télégramme. Bien évidemment, le KGB d'abord m'a pris pour un espion ou un dissident. Et donc ils ont organisé une chasse, et puis après, à la fin, ils m'ont proposé de travailler avec eux. En 1984, Sergueï Girnov est sélectionné pour intégrer l'Institut Andropov, l'école des espions où sont formés les agents du KGB. Je suis rentré dans le service d'espionnage en 1984. J'ai découvert qu'il y avait déjà un mythe au KGB parce qu'on fait des fantasmes sur la belle russe, la belle espionne comme chez James Bond. En réalité, les femmes, il n'y en avait pas. On nous a réunis toute la promotion avant de commencer nos études. On était 320. Aucune femme. Je suis rentré la même année que Poutine, mais Poutine, il avait déjà 9 ans au KGB avant de venir à Andropov. Donc il était déjà commandant. Lui, c'est juste la différence entre le contre-espionnage et l'espionnage qu'on lui a appris. Nous, c'est différent. Donc d'abord, tu fais un stage commando, tel qu'on le montre dans les pires documentaires télé. On court, on saute avec parachute, on fait un peu de combat, on tire avec Kalachnikov, avec le pistolet Makarov. Tu as fait ça une fois, et après on te dit... Maintenant, oublie tout ça, parce que en fait, James Bonderie, c'est dans les films. Nous, on forme des intellectuels. Vous êtes des intellectuels et l'espionnage, c'est de l'information. Pour permettre à notre gouvernement de prendre les décisions géopolitiques, géostratégiques. Pour faire ça, on t'apprend les langues, on t'apprend comment cueillir l'information, qu'est-ce qui est une bonne information. L'espionnage, c'est quand même une activité illégale. Donc, quand tu es dans un pays étranger pour faire de l'espionnage, il y a le service de contre-espionnage qui va essayer de te choper. Donc on t'apprend de déjouer les filatures, de déjouer les pièges, de déjouer des écoutes, de déjouer les caméras, de les manipuler. Et puis après on t'apprend aussi comment recruter les gens, comment recruter ce qu'on appelle les sources. Si j'arrive à Paris, je ne vais jamais aller à l'Élysée ou à Matignon pour voler un petit document. En revanche, je vais recruter une femme qui est par exemple femme de ménage à l'Élysée ou à Matignon. Je vais recruter quelqu'un qui travaille au cabinet. On joue sur l'idéologie. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager pour la cause de ton pays. Donc nous on était un pays communiste, donc il y a plein de gens qui croient en communisme. Après tu as l'argent, tu as les gens qui sont prêts à te vendre des trucs. Donc ça marche aussi puisque c'est une motivation positive. Lui il risque la vie. La majorité des pays, le minimum qu'ils risquent c'est 20 ans. Et le maximum c'est la pendaison ou une balle suivant les pays. Mais en principe quand même on ne court pas beaucoup de risques. Beaucoup d'officiers d'espionnage travaillent sous la couverture diplomatique. À ce moment-là tu es protégé par l'immunité diplomatique. Ça veut dire que même si on t'arrête, on ne te mettra même pas dans la prison, on t'expulsera de ton pays et ça s'arrêtera là. Le français, c'est l'atout de Sergueï. Il a même son émission de télévision à Moscou consacrée à la France où il interviewe des hauts fonctionnaires. Et avec cette couverture parfaite, il va pouvoir infiltrer les plus grandes institutions françaises. Donc je suis allé à Paris et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais trouver comme cible. Donc ça, c'est très facile. C'est les lieux de pouvoir. Donc Élysée, Matignon, Quai d'Orsay, ministère de la Défense, les grandes entreprises, le CAC 40. Je me suis dit, comme journaliste, je viens à Paris et je fais une série de reportages sur toutes ces institutions. Donc ça me donne un prétexte officiel d'aller les voir. Donc je téléphone à l'ENA, j'ai été reçu, donc bien évidemment, par la responsable des relations internationales. Et à la fin de cet entretien, ils m'ont dit, cette année, c'est la première fois que l'école s'ouvre soviétique, est-ce que ça vous intéresserait? Et bien évidemment, pour un espion, c'était un truc génial parce que c'est eux qui m'ont proposé. J'ai fait la gueule en disant « C'est quoi votre école? J'ai un boulot intéressant, etc. » Et alors là, ils m'ont poussé « Mais non, mais regardez, ça va vous ouvrir encore des portes. » Et vous savez, si c'est une question d'argent, on va vous payer vos études, on va vous donner la bourse. Donc là, tu imagines que c'est un coup réussi. Pourquoi l'ENA nous intéresse? Tu prends 4 présidents français, Hollande, Macron, Chirac et Giscard d'Estaing, tous ces narcs.
Chez les premiers ministres, tu en as 15 premiers ministres qui sont énarques. C'est les gens qui prennent des décisions, même quand ils ne sont pas connus, ce sont les hauts fonctionnaires, donc c'est eux qui font marcher les ministères, donc tous les secrets, c'est eux qui les connaissent. Quand je suis arrivé, donc je suis devenu copain avec tout le monde, donc on faisait des sorties, et là, bien évidemment, tu cibles les personnes, tu regardes qui a le potentiel de devenir quelqu'un dans l'avenir. Par exemple, j'ai repéré tout de suite une Autrichienne qui avait énormément d'ego, elle avait les chevilles qui étaient super grandes. Je l'ai bien travaillé, j'ai découvert par exemple qu'elle aimait danser la valse, donc j'ai bien évidemment dansé quand il y avait des sorties, la valse avec elle. Et cette Karine Knassel est devenue ministre des Affaires étrangères d'Autriche. C'est ce qui me fascinait avec ses collègues russes, c'était la maîtrise de la langue française, mais vraiment avec toutes les nuances. En plus, ils savaient très bien danser la valse. En 2018, il se mariait en Autriche et Poutine est venu exprès à son mariage pour danser la valse avec elle. Donc ma fiche, elle aime danser la valse, ça a servi, même au service d'espionnage actuel, pour un chef d'État. Mais comment vous aviez dit à vos parents, il me semble qu'ils s'appellent Oleg et Lydia, oui, que vous faisiez partie du KGB? Oh, ça c'est très facile. On avait des périodes où ça faisait très peur. Goulag, NKVD, Staline. Mais appartenir à cette époque-là au service d'espionnage, de contre-espionnage, de sécurité, c'est quand même un job qui était vachement envié. On leur annonce quand même que tu fais partie de l'élite, et donc en fait au contraire, ils sont très contents, ils sont très fiers. Tu as le droit de leur dire que tu fais partie du KGB, tu leur racontes rien d'autre. Donc ils ne savent pas ni où tu es, ni ta formation, ni tes missions, rien du tout. D'ailleurs, moi j'étais destiné aussi de travailler pour ce qu'on appelle le service des illégaux. C'est un service qui n'est pas rattaché au pays. Je pouvais jouer un Français aux États-Unis, au Canada. Et là, quand tu fais ça, tu pars pour 10, 20, 30 ans. Ça veut dire que tes parents, en fait, ils sont fiers, mais ils vont te perdre. Quand tu fais partie du KGB, bien évidemment, ça te demande des sacrifices. Ils m'ont cassé déjà ma vie privée. Comme j'étais célibataire quand je suis rentré dedans, ils m'ont dit, si jamais tu trouves quelqu'un, tu dois nous présenter la candidature de la future épouse. Nous, on va regarder si elle correspond à nos critères. Donc, je sortais avec une fille et on commençait à réfléchir sérieusement à se marier. Donc j'ai vu mon officier traitant, je lui ai amené les coordonnées. 3 semaines après, il m'a dit non. Le service a dit non. Il ne te donne pas la raison. Je suis venu en France et il me poussait en disant mais il faut que tu trouves une Française. Tu as quand même des remords en disant où est-ce que je l'embarque la pauvre. Parce qu'après, tu es obligé aussi de mentir. Même si dans notre vie, quand même, on ment assez souvent, parce qu'en fait, le monde, s'il était fait uniquement avec la vérité, il serait invivable. Mais nous, c'est notre métier, on passe notre temps à mentir. Et on passe notre temps à manipuler quand même les gens. Tu développes quand même une relation de confiance. Donc les gens te font confiance et tu joues sur cette confiance pour les amener vers l'échafaud. Certains, ils vont être fusillés. Donc c'est quand même un métier de salaud. En 1991, l'Union soviétique se décompose, le KGB disparaît, Sergueï quitte les services secrets et commence ce qu'il pensait être une nouvelle vie. J'avais quand même un bon travail. Je m'occupais à faire soigner les Russes très riches et très puissants en Suisse et en France, dans le monde occidental. Donc je connaissais l'état de santé de Boris Yeltsin, le président, qui était très très malade pendant les élections. Et si je faisais fuiter le truc, les élections étaient foutues. Et donc quand tu fais ça, tu connais beaucoup de monde et tu connais beaucoup de monde puissant qui ont des secrets. Du coup, le service est revenu vers moi en disant mais en fait on voudrait bien te récupérer. Je les ai attaqués devant le tribunal, j'ai fait le clown sur tous les plateaux de télé. Suite à ça, j'ai été obligé quand même de quitter le pays. Mais donc, qu'est-ce que vous risquez si vous revenez en Russie? La prison, la même chose que Navalny. J'ai fait quand même quelque chose qui est malheureux pour eux, je les ai ridiculisés. Et tu sais, dans la vie, c'est la pire des choses en fait. Même si tu te bats avec quelqu'un, il va l'oublier ça. Mais humiliation. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi un bon espion, un bon agent secret? C'est l'inverse de James Bond. Une mamie, ça peut être une excellente espionne. Espion, c'est quelqu'un qui se noie dans la masse, qui n'attire absolument aucune attention. C'est quelqu'un qui rentre dans la pièce, il va passer du temps avec toi, tu vas devenir ami avec lui. Au bout de 30 minutes, tu lui donneras ton numéro de téléphone, ta carte bleue, et quand tu ressortiras, tu le verras dès qu'il a franchi le seuil de ta porte. Les manières de procéder pour les agences d'espionnage aujourd'hui ont bien évolué. En effet, on parle davantage de cyber-espionnage, comme récemment avec l'affaire Pegasus, où les téléphones de journalistes et hommes politiques étaient sur écoute. Qu'est-ce que vous pensez des agences d'espionnage aujourd'hui ? Je crois que les agences d'espionnage vivent leurs derniers jours parce que, à mon avis, elles sont dépassées complètement. Le problème, c'est que
Tu as ta carte vitale, donc tout le monde sait ce que tu fais chez le médecin. Tu as ta carte de paiement, donc là, ta banque sait où tu achètes, ce que tu achètes. Tu te balades dans les villes, hein, toutes les mairies maintenant, ils ont mis des caméras partout. NSA américaine, elle enregistre déjà quasiment tous les portables et tous les téléphones dans le monde. Hein. Surtout ne racontez pas des conneries là-dedans, hein, parce que vous êtes attendus. Hein. Puis après, il y a autre chose aussi, tu peux faire du hacking sans sortir de ton pays. La fabrique de trolls, elle était à Saint-Pétersbourg, elle a foutu la merde partout dans le monde. Enfin, ils ont quand même réussi à foutre la merde aux États-Unis pendant l'élection présidentielle. Ils ont foutu la même merde en France. D'ailleurs, Macron lui en veut encore à camarade Poutine. En 2007, ils ont attaqué sur les réseaux sociaux d'une manière assez dégueulasse en disant oh, le genou, il a une vieille avec laquelle il est marié. Et donc, bien évidemment, les commentaires, vraiment, c'était mortel. Et d'ailleurs, Macron, quand il l'a reçu au mois de mai, c'était le premier chef d'État qu'il recevait à Versailles, mais il lui a envoyé quand même le scud dans la gueule à Poutine parce qu'il y avait une correspondante de RT, Russia Today, et de Sputnik qui a voulu lui poser la question. Il dit je vous réponds pas parce que je vous considère pas comme un média. Voilà, donc si vous avez aimé cette interview assez particulière, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les services secrets, je vous invite à aller acheter son livre KGB DGSE, 2 espions face à face, publié avec un ancien membre des services secrets français. Et n'oubliez pas, le Show revient le mois prochain.